Mordin pourri, Raph Vallet, Série noire, Gallimard, 1972. À l'ouest, Paris escalade le ciel. La Défense, c'est Manhattan. Sans aucun complexe, ses occupants se considèrent comme des pionniers héroïques, quelque chose comme des citoyens d'avant-garde, vivant déjà en l'an 2000, méprisant les cutéreux des Champs-Élysées. Pourquoi leur discuter ce plaisir? Derrière le bureau de Philippe, une immense baie donnait sur l'un des dominos géants qui défient Paris et ses toits moutonnants. Monstre d'acier, de béton et de verre, il montre l'insolence satisfaite des jeunes loups, en face de croulants dépassés. New York transpose en France un décor naïf et impitoyable, de gratte-ciel et de buildings à l'odeur métallique. Les mœurs suivent, les pires en tête comme de bien entendu. Xav n'aimait pas. Chaque fois qu'il entrait dans le bureau, il songeait à la scène exemplaire d'un film, La Revanche du Sicilien, où un tueur au profil carnassier, regard aigu et triste, monte lentement le long d'une interminable façade, juchée sur le monte-charge des nettoyeurs. Au dernier étage, il s'immobilise et à la mitraillette extermine à travers l'épaisse vitre le carteron d'une mafia stupéfait et horrifié d'être surpris sans défense, malgré les gorilles défendant l'entrée. 7 heures du matin. Philippe avait tiré Xav du lit quelques instants auparavant. Il fallait qu'il se voie au plus vite. Il était assis à son bureau en arc de cercle, sur lequel reposait seulement un téléphone et un mobile. Un rayon de soleil jouait sur sa main, ricoché par les vitres du building voisin, servant de miroir aveuglant à la lumière du matin. « J'ai fait le con, dit-il. Jamais il n'avait eu cette voix depuis une certaine nuit, dans le Djebel, en des temps préhistoriques, où Xav le traînait péniblement sur des chemins rocailleux, à la recherche de copains tout aussi paumés qu'eux. À chaque instant, il s'attendait à voir surgir 2 ou 3 fêles qui les égorgeraient avec un plaisir dont on ne pouvait pas leur tenir rigueur. Une balle dans la cuisse, Philippe perdait son sang. Il avait peur de mourir, mais suppliait Xav de foutre le camp tout seul. À cause de cela, Xav lui pardonnait beaucoup. « Raconte, dit-il. Philippe se mordit les doigts tout en réfléchissant. Il jeta un regard à Xav. Il calculait encore s'il pouvait parler. Il avait un peu plus de 40 ans et commençait à les paraître. Son visage était chiffonné. D'habitude, il était celui d'un homme heureux de vivre et ne manquant pas de charme, regard sombre adouci par de longs cils, teint mat et crâne nu mais couronné sur le pourtour par des boucles noires très épaisses encore. Une énorme chevalière alourdissait son doigt. « J'ai buté Serrano, dit-il. « Bravo, fit Xav doucement ironique. Je suis foutu. Pas forcément. En même temps, Xav imaginait les titres des journaux. On n'allait pas voiser dans les salles de rédaction, bonne copie assurée. Un promoteur assassiné, un député soupçonné, on ne s'ennuierait pas. Depuis quelque temps, on pataugeait avec enthousiasme dans la boue. Pas le temps d'exploiter un scandale qu'un autre surgissait. Mais jusqu'ici, il ne s'agissait que de gros sous, facéties fiscales, gaminerie immobilière, carambouilles et grenouillages. Philippe passait carrément au meurtre. Il était bien parti pour rester dans l'histoire. Pas à la rubrique qu'il souhaitait sans doute. Il aurait voulu être ministre. Mais chaque fois, il se laissait coiffer sur le poteau. Dans son parti, on manquait de tout sauf de champion de vitesse. « Tu vas m'aider, dit Philippe. « Si je peux. » Xav. Diminutif de Xavier. Depuis qu'il était gosse, on l'appelait ainsi. Sa mère avait commencé, probablement par négligence. Elle n'achevait jamais rien. Elle n'avait même pas commencé à l'élever. Raconte, je te dis. Il prit place dans le fauteuil en face de Philippe. Il avait 4 ans de moins que lui. Il était mince et grand. Le visage était long et inexpressif. Xav du moins le souhaitait. Jadis, il ne tenait pas en place. Puis à une certaine époque de sa vie, il avait dû apprendre les vertus de l'immobilité, de la patience et du silence. « Ce sera très court, dit Philippe. J'avais rendez-vous avec Serrano, on s'est engueulé. Il a voulu me frapper, j'ai pris une espèce de presse-papier, je lui en ai filé un coup. »« T'as dû mettre le paquet ?» ?»« Je ne me suis pas rendu compte. » Serrano faisait dans les 2 mètres et les 120 kilos. 65 ou peut-être 70 après tout.
Les cheveux blancs, les yeux bleus et vifs, les poignets ronds et larges comme la main elle-même. Il brassait les affaires par milliards, mais continuait à se rendre sur les chantiers, où parfois il portait, pour se distraire, les poutrelles avec les ouvriers. Pour maintenir le muscle et le moral, disait-il. Une secrétaire l'accompagnait dans tous ses déplacements. Brune, 40 ans, encore belle, les épaules larges, le bassin puissant, italienne comme lui. On l'appelait la grande Alice. Il couchait avec elle. Il lui dictait aussi tout ce qui lui passait par la tête. Personne ne savait que j'avais rendez-vous avec lui, dit Philippe. C'était quand? Hier soir, dans son bureau, vers 10 heures. Tu as attendu tout ce temps pour me prévenir? Oui. Réponse brève pour couper court. Xav n'insista pas. À ton avis, dit-il, a-t-on découvert le corps? Maintenant peut-être. Il avait l'intention de coucher au bureau dans la petite pièce où il avait un lit et un lavabo. Ça lui rappelait sa jeunesse lorsqu'il dormait dans la resserre à plâtre de son patron, en Calabre. Il avait la voix méprisante. Il avait horreur des pauvres et de la pauvreté. Xav se souvenait avec délice de la visite que Philippe avait dû faire dans un bidonville de sa circonscription. Le député était furieux qu'on lui impose la vision de cette lèpre. Elle existait, d'accord. C'est pas une raison pour ne penser qu'à elle. Il aurait volontiers rasé au lance-flamme l'ensemble, occupant compris. Pourquoi vous êtes-vous disputé demanda Xav. Philippe haussa légèrement les épaules. Il différa un instant sa réponse. Xav savait qu'il allait mentir sans grand espoir d'être cru, mais peu importait. Philippe ne cessait de tromper ou de trahir ses amis dès qu'ils avaient un moment d'inattention. Avec Xav qu'il connaissait, il prenait un certain nombre de précautions. Pas ce matin-là. Depuis le départ, il pédalait à côté de la vérité. Il voulait que j'intervienne pour son marché des Yvettes. Tu l'as déjà fait 3 fois. Justement, triompha Philippe. Je veux dire, insista Xav patiemment, que tu aurais pu le faire une 4e fois. Dans l'ambiance actuelle, figure-toi que je préfère me faire oublier. Voix sarcastique comme avec un interlocuteur particulièrement bouché. Xav s'inclina, ironique. En somme, dit-il, plutôt que de te mouiller pour lui, tu l'as liquidé. Philippe parut chagriné par cette raillerie déplacée. Je n'ai pas envie d'être drôle, Xav. Si je plonge, tu suis? Pas à la même vitesse. Tu me lâches? Il se redressait, agressif, sur son fauteuil. Je n'ai jamais dit cela, fit tranquillement Xav. Philippe était le député d'une circonscription banlieusarde. Il devait son siège à une chance phénoménale. Depuis une dizaine d'années, il s'occupait de récupération de ferraille, une affaire de famille. Pour lui, comme pour les autres, les cabinets de ministère s'entr'ouvraient devant lui dans la mesure où il savait arroser avec discrétion et élégance. Les portes plus importantes demeuraient fermées devant lui. Il n'avait pas la surface exigée. On ne rencontrait le ministre ou ses intimes qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires. Il désespérait de crever ce plafond lorsque ce hasard le mit en présence d'un parlementaire qui cherchait un financier pour sa campagne. Philippe dépensa une fortune. Première chance, le suppléant claqua à la veille du premier tour. Philippe indiqua à ce moment qu'il fermait son carnet de chèques s'il n'était pas choisi pour prendre la place. Il lut. 3 mois après, un infarctus terrassa le député. Les rebondissements de la campagne avaient été pénibles. On enterra le parlementaire, et Philippe fit même un discours au-dessus de la tombe. Puis il bondit à l'Assemblée, rangea ses papiers dans son portefeuille, et ne reparut jamais à la Chambre. Par contre, il campait dans les ministères. En somme, une bonne petite carrière de député moyen. Quant à Serrano, c'était un agent électoral précieux. Il construisait beaucoup, en partie grâce à Philippe, qui lui servait de public relation. Il avait donc prise sur une clientèle importante, ouvriers, cadres, acheteurs. Les Yvettes étaient un groupe d'immeubles qui, à la périphérie de la capitale, dévorait un espace vert. Du côté de l'administration, on faisait mine de râler à tout hasard. Philippe était un ami du ministre, et il fallait qu'il le fût, car celui-ci commençait à s'effrayer de l'odeur qui montait de certains dossiers. Il songeait à fuir les narines bouchées. Philippe le retenait par un pan de la veste pour qu'auparavant il fît sa signature sur le dossier. On t'a vu chez Serrano demanda Xav. Je ne crois pas. La grande Alice n'était pas au courant? Ça. Philippe plissa les lèvres dans une moue incertaine. Elle te balance aussi sec, dit Xav. Elle mouillait pour Serrano. Je sais. J'ai une réponse toute prête. Tu ne seras pas le seul d'ailleurs qu'elle mettra dans le coup. Elle est capable d'écrire ses souvenirs. Elle n'en manque pas. Lorsqu'un homme transporte son matériel sur une charrette qu'il pousse lui-même et que 10 ans après, il visite ses chantiers en Mercedes, il n'y a pas 2 explications.
On a beau vanter la frugalité et l'esprit d'économie des Calabrais qui viennent faire fortune en France, c'est une belle histoire propre à émouvoir le cœur des éducatrices. Elle a peu de rapport avec la brûlante réalité. Xav savait où Serrano avait trouvé son premier argent, puis comment il l'avait fait fructifier. C'était aussi édifiant que la vie d'Al Capone. Si la grande Alice entreprenait de le raconter, on allait pleurer dans les chaumières retapées par Vasarely pour le bonheur de quelques privilégiés. C'est bien pourquoi, dit Philippe, j'ai besoin de toi. Nous avons passé la soirée ensemble. Parfait, dit Xav. Nous avons joué aux cartes, partousé ou refait le monde. Tu étais chez moi avec Christine. Nous avons dîné et discuté tranquillement, fait un petit poker, regardé la télé. Christine est d'accord? Oui. Xav eut un petit rire. Dis donc, c'est fini les minettes pour toi. Philippe parut agacé. Sa femme, Christine, était horriblement jalouse. Plusieurs fois, elle avait menacé de divorcer. Désormais, elle tenait son mari. De toutes les suites de l'événement, c'était peut-être celle qui chagrinait le plus Philippe. Les filles, disait-il, c'était le seul avantage qu'il n'était pas obligé de déclarer à son contrôleur. Tu es d'accord? Demanda-t-il impatiemment. Bien entendu. Philippe, c'était son ami, mais aussi son patron. Après tout, voici 8 ou 9 ans, ils n'étaient pas nombreux, ceux qui ne se contentaient pas de bonnes paroles et de vagues promesses, lorsque Xav venait les trouver, militants gaullistes qui avaient fait le 13 mai avec lui, industriels qui avaient craché au bassinet de l'OAS, avant de verser leur obol pour les élections présidentielles, copains de l'armée qui s'étaient prudemment cachés au fond de leur caserne durant les semaines chaudes. 3 ans de dur, une condamnation à 20, l'amnistie. La sortie de prison, la solitude, une fierté endurcie, une indifférence totale au sort du monde et des autres hommes, la volonté de n'être plus qu'un spectateur, et heureusement, un certain sens de l'humour resté intact, juste un peu plus amer. À ce moment, il avait retrouvé Philippe qui n'était pas encore député. Il était devenu son garde du corps, son chargé des relations extérieures, enquêteur, secrétaire, conseiller, fouille-merde, pas encore tueur, mais étant donné l'évolution des mœurs, Xav sentait que cela viendrait vite. Il n'avait pas encore pris son parti. Dirait-il oui ou non? À voir. J'espère qu'on nous croira, dit-il. Pourquoi pas? S'insurgea Philippe. Xav ne répondit pas. Pour ta part, tu ne me crois pas? Demanda Philippe. Non, fit Xav d'une voix tranquille. Je n'ai pas tué Serrano? Tu l'as tué, mais pas comme tu le dis. Philippe resta muet. Il eut un sourire contraint. Tu es trop compliqué, Xav, ça te jouera des tours. C'est déjà arrivé, Philippe. Sans moi, commença-t-il. Xav le coupa. Tu ne vas pas dresser la liste de tes bienfaits. Philippe se redressa sur son fauteuil, comme si l'entretien était terminé. Tu vas t'arranger pour voir Pernay, commença-t-il. J'aimerais entendre auparavant un récit de ta nuit qui me plaise. Philippe dit merde, puis il soupira. Bon, dit-il, ce n'est pas un accident. Tu as voulu le tuer. Oui, son coffre était ouvert. Pour Xav, ce ne fut pas une révélation. Il savait déjà que Serrano était mort à cause d'un certain document. Tu sais ce qu'il y avait dedans, reprit Philippe. Serrano faisait exprès de laisser la porte entr'ouverte. C'était pour me dire j'ai barre sur vous et sur d'autres. Il ne se méfiait pas. Il ne croyait pas qu'il courrait un danger avec moi. Tu le connaissais, bâti comme il était persuadé que personne n'oserait s'attaquer à lui. J'ai joué son jeu. J'ai fait celui qui était ennuyé, désolé, pris entre 4 feux, ficelé. Je me suis levé, j'ai marché, comme si j'étais en proie à un véritable tourment. Il me regardait en rigolant. C'était une ordure, Serrano. Il quêtait l'approbation. Dans la bonne moyenne, pas plus, fit Xav. Je me suis approché de lui. J'avais repéré son presse-papier, un pavé dont il disait toujours que c'était le premier qu'il avait acheté avec son argent. Il est tombé sur le coup. Ensuite, tu as pris le cahier, exactement, et tu as passé la nuit à le lire. On ne peut rien te cacher. Passionnant comme lecture. Un sourire, le premier, éclaira le visage de Philippe. De quoi garnir Fresne avec le ouzou. Toi en tête. Imagine-toi que je serais dans le peloton de queue. De grosses légumes? À mon avis, si Serrano avait eu le temps de s'en servir, le Conseil des ministres se tenait à la santé. Une sorte de joie faisait vibrer les traits de Philippe. Il était compromis, mais d'autres, dont il enviait la réussite, l'étaient plus que lui. Il n'avait pas digéré son éviction lors d'un récent remaniement ministériel. Se noyer seul est déplaisant. Voir les autres dégringoler en même temps adoucit les derniers instants. Tu as appris des choses demanda Xav. Pas mal. Depuis des années,
Serrano tenait son cahier, comme on le disait, dans ses moments d'abandon, calculés ou non. C'était son exercice d'écriture quotidien, ajoutait-il. Le seul en fait, car il était peu doué. Il consignait chaque jour les contacts qu'il avait eus, les services échangés, les dérogations qu'il réclamait, les permis de construire arrachés, les marchés obtenus avec l'État ou les services publics, les pots de vin versés, les complaisances et leurs prix. Il pouvait faire du mal demanda Xav. Il était diabolique, le vieux, dit Philippe. Il notait non seulement les sommes versées et les bénéficiaires, mais la façon dont il les avait dégagées, le numéro du compte d'où il les tirait, la façon de les retrouver dans sa comptabilité, mais encore ce que l'autre en avait fait. Il poussait le vice jusqu'à proposer à l'autre de lui placer son fric en Suisse ou ailleurs. Puis dans ce cahier, il relevait le numéro du compte, la date où il l'approvisionnait, la filière utilisée. Il a des lettres aussi qu'il a collées sur des pages blanches, des photos de dossiers sur lesquels il y a des notes manuscrites, des enregistrements de conversation. J'ai écouté avec délice un entretien entre Serrano, le chef de cabinet d'un ministre, et un avocat dans la villa de Cannes de celui-ci. Serrano apportait 25 briques pour rafler des travaux d'équipement. Son cahier, c'est 10 kilos de documents. Ils feront la preuve? Un par un, on peut les discuter. L'ensemble est impressionnant. Prends mon cas. Rien que pour les Yvettes, il fait le récit de mes démarches, donne le nom des fonctionnaires, raconte un déjeuner que j'ai eu l'imprudence d'organiser, a relevé le numéro de la voiture dans laquelle est arrivé le directeur du cabinet, décrit ses vêtements, sa manière de parler, ses propos, les mots qu'il a faits sur le ministre et la procédure employée dans l'affaire. C'est écrit en charabia, mais publié, ça ferait mal. Il a le montant exact de mes comptes en Suisse, le nom de l'intermédiaire qui me sert mes coupons. Xav hocha la tête, ironique. En somme, dit-il, tu as tout ce qu'il faut pour devenir Premier ministre, ou pensionnaire de ton copain, le ministre de la Justice. Des deux mains, Philippe frappa durement sur le rebord de la table. Tous les deux on va s'en sortir, affirma-t-il. Après tout, si je plonge, tu ne seras pas épargné. N'essaie pas de me faire peur, fit Xavier, ironique. Tu diras que j'étais avec toi, puisque tu me le demandes. Arrange-toi pour voir Pernay. Il ne s'étonnera pas que tu t'intéresses à la mort de Serrano. Tout le monde sait que je le connaissais. Ce serait au contraire mon indifférence qui surprendrait. Pernay était l'un des principaux responsables de la police judiciaire. Honnête, mais ayant besoin, comme tout le monde, de petits coups de pouce de temps en temps. Sinon, il n'y aurait que les franches crapules pour faire carrière. À 2 ou 3 reprises, Philippe était intervenu en sa faveur. Pernay lui en gardait une reconnaissance mesurée et lucide. Il vaut mieux, dit Xav, que j'attende le flash qui donnera la nouvelle. Philippe approuva. Il était rassuré. L'appui de Xav lui redonnait confiance. Si tu es sage, dit-il, je te ferai lire les meilleures feuilles. J'adore m'instruire sur l'homme, fit Xav. À 10 heures, une radio périphérique donna la brève information. Un promoteur connu et milliardaire, Vincent Serrano, avait été retrouvé assommé dans son bureau avenue de Villiers. Le vol était sans doute le mobile du crime, puisque le coffre-fort avait été retrouvé ouvert. Le journaliste ajoutait une phrase perfide à propos des scandales récents. Il se pouvait que le meurtre en soit la conséquence. Xav décrocha le téléphone. Il était dans un bureau exigu voisin de celui de Philippe. Il vivait et travaillait en camp volant, Philippe disposant d'un local dans toutes les affaires dont il s'occupait. Xav aimait ce changement de décor incessant. Ce matin-là, le quartier de la Défense était idéal. Un soleil clair se distrayait sur les façades multicolores, déplaçant ses rayons sur les fenêtres, comme des pions lumineux sur un gigantesque échiquier. Il forma un numéro et demanda Pernay à la police judiciaire. Il eut un collaborateur de celui-ci. Pernay était absent. Xavier demanda s'il n'était pas avenue de Villiers. La réponse fut réticente. Xavier n'en réclamait pas davantage. Il entra dans le bureau de Philippe, qui faisait semblant de travailler sur un dossier. Son esprit était visiblement très loin. C'est fait, dit Xav. Pernay est sur les lieux, j'y vais. Philippe parut vouloir dire quelque chose, mais il se ravisa et d'un geste donna son accord. Tu me rejoins à la chambre à 15 heures, dit-il. Je veux voir l'ambiance. Le Parlement siégeait depuis 15 jours. Philippe n'y avait pas encore mis les pieds, mais il lisait avec conscience les comptes rendus du Monde. Xav alla chercher sa voiture dans le parking souterrain. C'était une Triomphe cabriolet bleu clair, l'objet le plus commode pour se faufiler dans Paris. Le gardien était un arabe que tout le monde appelait Ali. Xav était l'un des rares à connaître le nom véritable, de même que les aventures qui étaient survenues à Ali, ancien harki, qui dans les derniers jours de la guerre avait réussi un retournement spectaculaire. Il avait évité ainsi le sort de l'un de ses plus proches camarades,
empalés et brûlés vifs par les femmes d'un village. Ali était comme Xav. Les hommes pouvaient désormais se livrer à toutes les folies. Ils se contentaient d'observer, avec la satisfaction d'un amateur éclairé. Vous êtes tombé du lit ce matin, fit-il joyeusement, lorsque Xav passa devant sa guérite. Une fille m'a poussé dehors, fit Xav. Il songea que, si les flics venaient renifler dans le secteur, ils sauraient aussitôt que Philippe et lui s'étaient réunis dès l'aube, et que ce n'était guère dans leurs habitudes. Il s'approcha du gardien qui lui tendit une main maigre et nerveuse. Ali, si quelqu'un te demande si tu nous as vus ce matin, tu ne te souviens de rien. L'arabe leva la main. Vous parlez, dit-il. Les gens, je les emmerde. Continue, et tu vivras heureux. De la Défense au centre de Paris, l'itinéraire était jalonné de grands travaux qui irritaient la plupart des automobilistes. Xav s'en amusait à double titre. Il avait tendance à considérer comme bienfaisants les événements qui troublaient la routine de ses contemporains et les agaçaient. Il en voulait obscurément à la masse, il n'employait pas d'autres mots pour désigner l'opinion, d'avoir accepté n'importe quoi pendant 10 ans. Il plaignait la génération qui montait, si elle était obligée d'endosser tel quel le décor qu'on lui préparait. Il comptait sur la permanence de l'esprit de contradiction. Il pensa qu'il avait un fils. Il ne l'avait pas vu depuis 5 ans. Il vivait en province avec sa mère, une amie d'enfance, que Xav avait épousée voici 15 ans. Elle avait demandé le divorce tandis qu'il était dans la nature. Les magistrats français étaient trop heureux à cette époque de montrer leur bonne volonté vis-à-vis du pouvoir. Les clandestins étaient traqués par la police, on tentait de les atteindre par tous les bouts. Les divorces pleuvaient. Ils étaient prononcés en un rien de temps, toujours au profit exclusif de la femme. Plus de droits sur les enfants, le patrimoine englouti. Xav n'avait rien tenté pour remonter le courant sur ce point, pas plus que sur les autres. Il n'était pas fait pour élever un fils. Il espérait que son remplaçant, un médecin de Tours, serait plus doué. Il lui arrivait de souffrir. Devant l'immeuble de l'avenue de Villiers, un groupe de gardiens de la paix interdisait l'entrée à une armée de journalistes et de photographes. Xav avisa un gradé qui se tenait à l'écart. Il demanda que Pernet soit prévenu de sa présence. L'officier accepta, le visage méfiant. Xav attendit sur la chaussée, contemplant les journalistes qui se concertaient pour trouver des sources d'informations rapides. Il n'était pas content. La police faisait le blackout complet. C'est un pourri tué par un autre pourri, lança l'un d'eux avec colère. Définition exacte, extra-lucide, mon gars, pensa Xav. Il songea à la surprise des journalistes s'il s'approchait d'eux et leur annonçait qu'il allait leur révéler toute l'affaire, leur stupéfaction s'il commençait son récit. Peut-être ne le croirait-il pas. Le gradé revenait. Il dit à Xav que Pernet l'attendait. Il lui ouvrit un passage entre les gardiens de la paix, ce qui fit souffler un vent de rébellion parmi les journalistes. Ça va être le défilé des pourris, jeta la même voix. Toujours vrai, songea Xav. Le gradé se dirigeait vers l'ascenseur, dont il tenait la porte pour permettre à Xav d'entrer. L'empressement manifesté par Pernet pour le recevoir lui valait sans doute cet honneur. À l'étage du bureau de Serrano, c'était la cohue. La grande porte à 2 battants était ouverte. Sur le palier, 2 inspecteurs photographiaient l'intérieur du bureau pour en avoir une vue générale. Les policiers étaient venus en force. Ils étaient au moins une vingtaine, à passer au crible les 6 pièces, qui composaient le siège de la société Serrano. Pernet était dans le bureau du mort, assis à sa place. Dès qu'il vit Xav, il lui fit signe de s'approcher. C'était un homme de 50 ans environ, aux cheveux gris, sur un visage mince et allongé, vêtu d'un strict complet bleu marine, chemise blanche et cravate au dessin discret. Il avait une voix douce et parlait la tête légèrement courbée vers l'épaule droite. C'est un ami de votre patron, dit-il. Oui. Quand l'a-t-il vu pour la dernière fois? Il y a 3 jours, je crois. Xav serra la main de Pernet. Debout derrière le policier, 2 de ses collaborateurs l'examinaient. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec Philippe. Dès que j'ai entendu la nouvelle à la radio, je vous ai téléphoné. On m'a dit que vous étiez ici. Vous êtes rapide, fit Pernet. Philippe aussi, croyez-moi. Dans l'ambiance actuelle, ce n'est pas agréable. Je ne connais pas d'ambiance agréable pour un meurtre, dit le policier. Xav rapporta la réflexion du journaliste. Elle sembla amuser Pernet. Depuis un certain temps, dit-il, je me demandais comment se produirait l'escalade. Un jour ou l'autre, on devait arriver à l'assassinat. C'est fait. Il ne semblait pas à l'aise, mais il fallait bien le connaître pour s'en apercevoir. Il était moins aimable que de coutume, moins accueillant. Ce n'est pas le vol, demanda Xav. Du doigt par-dessus l'épaule, Pernet désigna le coffre-fort. Serrano avait de l'argent dans ce coffre. Il est toujours là.
Il manque des documents? Le cahier. Pernay regarda Xav. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Même nous savions qu'il écrivait son journal comme Stendhal ou Simon. Mais ce n'était pas pour lui un exercice de style. Il a disparu? Ça vous étonne? Interrogea Pernay, avec une redoutable douceur. Il pencha un peu plus la tête sur l'épaule. Monsieur Maupin, dites-moi quand même où vous étiez hier soir. Xav sourit. Avec monsieur Philippe Dubail. Vous m'auriez dit autre chose, j'en aurais été éberlué. Les deux flics derrière Pernay s'amusaient franchement. Xav les comprenait fort bien. Voulez-vous suggérer que nous nous fabriquons un alibi? Pernay joua les offensés. Diable non. Xav saisit une chaise en cuir et s'assit. Monsieur Pernay, dit-il, parlons franchement. Suis-je soupçonné, ou bien Philippe Dubail? Ce serait énorme, avouez-le. Énorme. Vous avez des indices, des présomptions? Pernay se tourna vers l'un de ses collaborateurs et lui murmura une phrase que Xav ne comprit pas. Le flic s'éloigna. Je vais jouer franc jeu, dit-il. Vous connaissez Alice Parèche? Oui. La jeune femme entrait. Jamais Xav n'avait constaté à ce point combien elle avait le visage rugueux. Mais dans le genre bien développé, le corps était admirable, les seins ronds et sans faiblesse, la taille marquée, le bassin ample. Serrano n'avait pas eu que de mauvais moments dans sa vie. Elle salua brièvement Xav. Elle aussi était plus souriante avec lui d'ordinaire. Voulez-vous répéter devant M. Maupin ce que vous m'avez dit, fit Pernay. Tout simplement que j'avais entendu M. Serrano dire qu'il avait rendez-vous avec M. Dubail. À quelle heure? 10 heures, je crois. Il arrivait souvent que Serrano et M. Dubail se voient à une heure aussi tardive. La grande Alice consulta Xav du regard, mais il l'ignora. Je n'en ai pas l'impression, dit-il. Moi non plus, fit-elle. Elle n'avait pas une voix franche. Elle ne cherchait pas à cacher ses réticences, même si Pernay devait en avoir conscience. Vous étiez au courant, Xav? Pour la première fois depuis le début de l'entretien, il utilisait le diminutif familier. Je ne me souviens pas. Nous avons travaillé très tard hier soir avec Philippe. Nous étions vannés. Il m'a proposé d'aller manger un morceau chez lui. Nous avons flâné, écouté de la musique, regardé la télé. Une discussion vaseuse sur les bébés phoques et la pollution d'une rivière. Fait 10 coups de poker pour le plaisir. Madame Dubail était là, bien entendu. Xav s'étonna. Pourquoi n'aurait-elle pas été là? C'est bien ce que je pense. Vers 1 heure du matin, je suis parti. Qui a gagné? Le poker? Philippe, heureusement. Il a horreur de perdre, même quand on joue des clopinettes. Pernay dit parfait. On ne pouvait pas deviner s'il croyait Xav. Il fit un signe. Le flic qui avait amené la grande Alice lui pressa l'épaule et la guida vers la pièce voisine. À quelle heure est-elle arrivée? Demanda Xav. Ce n'est pas elle qui a découvert le corps, mais la femme de ménage. Mais elle a été prévenue aussitôt et elle était ici avant nous. Il se peut donc que ce soit elle qui ait fauché le dossier. Elle m'en a parlé spontanément. Elle me l'a même décrit. Elle en connaissait le contenu? Ça vous tourmente? Ironisa Pernay. Xav secoua la tête. Tourmente, non. Intéresse, tout au plus. Il paraît qu'il déposait chaque soir une bombe entre les feuillets de son cahier, et que c'était un élève très assidu. Il ne pouvait pas se coucher sans avoir fait son devoir. Il eut un ricanement bref. Ça vaut combien le cahier de Serrano? Retrouvez-le et vendez-le à l'hôtel Drou. Le policier se pencha sur le bureau sans cesser de regarder Xav. Rappelez-moi donc le but de votre visite. Xav prit un air amusé. Vous savez très bien que Serrano était un ami de Philippe Dubail. Si je n'étais pas venu, qu'en auriez-vous conclu? Que M. Dubail oubliait facilement ses amis. Je vois qu'il n'en est rien. Vous lui transmettrez mes félicitations et en même temps lui direz que j'aimerais bien m'entretenir avec lui. Savoir par exemple s'il avait vraiment rendez-vous avec Serrano et pourquoi il a préféré taper le carton avec vous. Il ajouta après un temps, toute question auxquelles il répondra parfaitement, j'en suis persuadé. Puis, sans que Xav le lui demande, il résuma en quelques phrases rapides les résultats de la première enquête. Ils étaient négatifs, ni trace ni empreinte. Serrano avait été tué sur son fauteuil, à la place où je me trouve, précisa Pernay, avec un pavé qui lui servait de presse-papier. Le gardien de l'immeuble n'avait rien entendu, et sauf au dernier étage, il n'y avait que des bureaux, vides à 7 heures. C'est tout ce que je pourrais dire tout à l'heure aux journalistes. Ils seront furieux. Leurs directeurs attendent déjà que je fasse arrêter un ministre ou au moins un secrétaire d'État.